La conférence invitée de la séance du 21 octobre 2022 de la SFHM porte sur l'histoire de l'examen clinique que nous allons d'abord déjà brièvement définir. De tout temps, les hommes qui se sont donné le rôle de soigner leurs semblables ont écouté et observé le malade, mais aussi son entourage. Puis, ils ont cherché à provoquer sur lui des signes que la maladie pouvait entraîner. Cette écoute des symptômes, subjectifs, et l'observation et la recherche de ces signes, objectifs, constituent donc l'examen clinique. Transmis immuablement du maître à l'élève depuis Hippocrate jusqu'à aujourd'hui, la place de cet examen a sans cesse évolué à travers les siècles. Il a subi de nombreuses influences liées aux connaissances de l'époque, bien sûr, au contexte social et politique ou aux mentalités, au progrès scientifique, au malade lui-même, à son milieu, sa religion ou sa philosophie, mais aussi au soignant, à son degré de savoir, aujourd'hui à sa formation de médecin ou de chirurgien, de généraliste ou de spécialiste, mais au XVIIe et au XVIIIe siècle, davantage à ses origines qu'au courant de pensée auquel il adhérait. En effet, l'examen d'un malade par un iatromécanicien comme Boerhaave était guère différent de celui d'un iatrochimiste comme Sylvius. Cette communication différencie grossièrement trois grandes périodes. La médecine d'observation, classiquement née avec Hippocrate et qui a dominé l'approche clinique jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. L'avènement de la médecine anatomoclinique qui va l'enrichir considérablement, puis l'interpénétration progressive de la médecine technique qui va, nous allons le voir, au contraire l'appauvrir. Intéressons-nous d'emblée à la période qui a vu naître la médecine anatomoclinique à Paris au XIXe siècle, véritable tournant qui a abouti à l'hégémonie de la clinique jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Selon le clinicien et historien Émile Chauffard, l'avènement de cette méthode anatomoclinique fut une mutation brusque. On assista en effet à la transformation de la médecine abstraite, basée sur la théorie des humeurs, à laquelle on essayait de rattacher les signes cliniques, en une médecine matérialisée où, à l'inverse, les signes cliniques conduisaient à la pathologie. Pour Gromec, elle représente une coupure épistémologique dans l'histoire de la médecine. Brusque, en effet, car cette démarche ne prit qu'un demi-siècle, ce qui est finalement peu par rapport aux 2000 ans de simple observation qui l'avaient précédé. Coupure, car l'anatomiste paduan, Morgani, alors âgé de 79 ans, allait faire changer la médecine de paradigme en donnant la clé de l'interprétation des observations millénaires de ses glorieux ancêtres, même si bien sûr il eut lui-même des précurseurs, en commençant par Galien, mais aussi Théophile Bonnet. Cette révolution se résume à une date fondamentale, 1761, avec la publication du Decidibus et causis morborum per anatomen indagatis, c'est-à-dire le siège et les causes des maladies démontrées par l'anatomie. En donnant naissance à la médecine anatomoclinique, ce livre permit, 2000 ans après Hippocrate, l'évolution vers la méthode diagnostique que l'on connaît aujourd'hui, basée sur l'examen actif du patient. Dans cet ouvrage, écrit en grand in-folio, sous forme de lettres, Morgani mit systématiquement en relation chacune des altérations anatomiques morbides, découvertes sur le cadavre par une autopsie codifiée, avec les troubles fonctionnels dont se plaignait le malade de son vivant, répartissant ainsi les symptômes dans les organes. Il n'y a en fait rien de surprenant dans une si lente évolution et un si rapide dénouement. Il fallut en effet d'abord sortir des théories médico-philosophiques des siècles précédents, et notamment de la théorie humorale, si chère à Hippocrate et encore très vivante à la fin du XVIIIe siècle, pour admettre que la maladie pouvait être localisée à un organe précis, voire à un tissu avec Bichat, en attendant de la localiser dans une cellule, puis à ses chromosomes, et non plus le fait d'un déséquilibre imaginaire d'humeur vagabonde. Si Hippocrate a sans contestation inspiré les médecins jusqu'au début du XIXe siècle, qui élaborèrent la médecine moderne, c'est donc bien Morgani qui a ouvert la voie de la percussion du thorax, découverte par l'Autrichien Avenbrugger, mais diffusée par Corvisart, de l'auscultation de Laennec et de la sémiologie neurologique de l'école de la Salpêtrière que nous allons voir. À l'inverse des médecins grecs et romains qui observaient avec finesse tel ou tel signe, mais dont l'ignorance en anatomie, en physiologie ou en pathologie ne permettait pas d'en estimer la valeur et la signification,
Les disciples de cette méthode anatomoclinique allaient enfin pouvoir réunir symptômes et pathologies en se penchant sur les cadavres des malades qu'ils avaient pu examiner, palper, percuter ou ausculter de leur vivant. La méthode anatomoclinique a surtout généré un renouveau de la clinique qui, de passive, basée sur l'interrogatoire, la prise du pouls et la simple observation du malade, ou parfois d'ailleurs même juste de ses urines, allait devenir active avec la percussion puis l'auscultation, qui révolutionnèrent l'approche des maladies cardiaques et pulmonaires et permirent de matérialiser la maladie. Ces techniques inauguraient ce que Foucault nomma dans son livre Naissance de la clinique une grammaire des signes se substituant à une botanique des symptômes. Allusion à la nosologie des siècles passés, basée sur la clinique, derrière Pinel ou Boissier de Sauvage, mais surtout derrière les dermatologistes, comme Alibert, avec son célèbre arbre des dermatoses. La place de la France révolutionnaire dans l'avènement de cette approche anatomoclinique fut centrale, même si elle ne fit qu'institutionnaliser un mouvement médical, technique et philosophique déjà existant en Hollande, en Italie ou en Angleterre, avec de très grands cliniciens, et comme l'a très bien montré Ottmar Kiel dans son livre. En fait, plusieurs raisons expliquent la place de la France dans le développement de cette méthode anatomoclinique. D'abord, le grand mouvement encyclopédique de la fin du XVIIIe siècle, derrière Diderot et d'Alembert, qui sera d'ailleurs le thème d'une des prochaines conférences invitées, et qui permit l'abolition des vieux discours dogmatiques, laissant le champ libre à l'expérience dans tous les domaines, comme en chimie, avec Lavoisier, ou en physique dont Paris était, à l'époque, la capitale mondiale. Mouvement encyclopédique où soufflait l'esprit des Lumières, libéral et philanthrope, qui trouvait refuge dans les salons parisiens, à l'exemple de celui de Madame Helvétius, où brillait le sensualisme cher à Condillac, auteur du Traité des sensations de 1754, et qui influença cette renaissance de la clinique qui mettra en jeu les 5 sens. Deuxième raison, le mythe, né de la Révolution, d'une profession médicale au service du citoyen, et l'espoir que cette révolution du peuple allait aboutir à la disparition de la notion même de maladie, selon le slogan des montagnards scandé par Barrère, plus d'indigents, donc plus d'hôpitaux. Autre raison, l'organisation hospitalo-universitaire unique, reconstruite sur les ruines de la gothique faculté, avec la disparition des jurandes et autres corporations sclérosantes, et leur remplacement par des structures neuves, comme les sociétés de santé, la société d'émulation, etc. Ce qui aboutit au remplacement de la médecine galénique par un jacobinisme médical, pour reprendre cette fois l'expression de l'historien Lichtenthaler. Citons aussi la réunion, pourtant tant critiquée, de la médecine et de la chirurgie, qui allait enfin faire travailler ensemble ceux qui usent de la raison sans céder de l'expérience, et ceux qui s'adressent à l'expérience sans recourir à la raison. Cette réunion des médecins et des chirurgiens permit en effet de réunir les aspects les plus féconds de la mentalité chirurgicale, localiste, et médicale, humoriste. Citons aussi le remplacement des professeurs perruqués, volontiers sclérosés dans leurs privilèges, et donc peu enclins à faire bouger les choses, par des hommes ouverts à un enseignement pratique, au lit même du malade, à l'exemple de Dessau, le maître de Bichat, qui allait rééquilibrer la médecine autour de la clinique, donc du malade, et non plus autour des livres. Autre raison, une liberté complète. Foucault parle même d'une médecine en liberté, liberté immédiatement dangereuse, avec la possibilité de s'installer médecin sans autre signe de compétence que l'amour de la République, ouvrant la voie ainsi au charlatanisme, mais liberté finalement bénéfique dans le lien qu'elle allait créer, notamment aux armées, entre le peuple et ceux qui s'étaient donné comme devoir de la soigner. Les guerres de la Révolution et de l'Empire obligèrent en effet les pouvoirs publics à un effort de formation d'officiers de santé, parfois issus du peuple, peu instruits, qui ne feront d'ailleurs pas forcément de mauvais soignants, ayant en tout cas de bonnes bases pratiques. Citons également la disparition des hôtels-dieux, asiles ou vastes mouroirs plutôt que centres de soins, et de l'hôpital général, ces hôpitaux-prisons comme Bicêtre ou la Salpêtrière, et leur remplacement par des structures organisées, fortement hiérarchisées, qui vont d'abord être de vastes machines à étudier et à enseigner,
avant de devenir des machines à guérir, pour reprendre la terminologie des révolutionnaires de l'époque. Autre explication, et non des moindres à mon sens, la libéralisation des mœurs après la Révolution, qui libéra aussi les corps, rendant le contact physique moins tabou. Enfin, et il s'agit peut-être là d'un triste privilège de notre pays, à l'époque, le peu de valeur que l'on accordait à la vie humaine, que ce soit à la guerre, mais pas seulement, si on pense à la terreur et ses 40 000 morts, et jusque dans la rue, encombrant les morgues transformées en spectacles, avec comme corollaire une mortalité et une morbidité dans les hôpitaux qui allaient fournir la matière première vivante, mais malade, pour effectuer un examen clinique soigné, puis la matière première morte aux anatomistes pour corréler les atteintes organiques avec les symptômes et signes cliniques observés. Mais aussi matière première que le citoyen se faisait un devoir de fournir à la nation en tribut de sa reconnaissance, comme le déclara Nicolas Chambon de Montaut, médecin et homme politique de l'époque. La méthode anatomoclinique, inaugurée par Morganic, affinée par Bichat avec la notion de tissu, diffusée par la Révolution française, donnait enfin un substratum objectif, palpable, et le terme a ici bien sûr un double sens, à l'expérience clinique bimillénaire de la médecine d'observation depuis Hippocrate. Mais, malgré leur simplicité apparente, il n'est pas étonnant que des techniques comme la percussion ou l'auscultation ne se soient pas développées plus tôt. Il fallait en effet déjà sortir de la théorie humorale des maladies et considérer l'organe pathologique. La méthode anatomoclinique incita donc surtout les cliniciens à rechercher des signes artificiels, là où il n'y avait pas ou peu de symptômes pour faire parler la maladie. L'apport de la percussion en est un exemple, celui de l'auscultation en est un autre. Comme vous le savez, la découverte de l'intérêt clinique de la percussion de la cavité thoracique fut le fait de Léopold Havenbrugger. Alors la petite histoire raconte qu'il appliqua à la médecine la technique de son père, qui était aubergiste à Graz, et qui appréciait ainsi le niveau de vin qui restait dans ses tonneaux en les percutant. Il la décrivit dans un livre qui sera publié en 1761. Cet ouvrage, ainsi que sa première traduction, dès 1770, par Rosière de la Chassagne, passèrent en fait relativement inaperçus. Il fallut une nouvelle traduction, réalisée par le baron Jean-Nicolas Corvisart, pour la diffuser. Ce livre était intitulé « Nouvelle méthode pour reconnaître les maladies internes de la poitrine par la percussion de cette cavité » par Havenbrugger et fut publié en 1808. Comme en témoigne ce titre, il s'agit bien d'une traduction. Et malgré les commentaires qui représentent les 3/4 de son livre, l'Ardennais Corvisart ne s'appropria jamais cette technique, à laquelle il donna pourtant toutes ses lettres de noblesse, et que pratiquera avec brio ses élèves, dont un certain René Théophile Marie Hyacinthe Laennec, l'inventeur du stéthoscope dont nous allons parler maintenant. Mais Laennec ne fut pas que l'inventeur de cet instrument, qui deviendra le symbole du médecin jusque dans les séries américaines, détrônant la fameuse Matula. Laennec introduisit en effet surtout, avec son ami Gaspard Bayle, une méthode d'analyse originale dans le fatras médical des siècles passés et établissait une base réelle à la nosologie des maladies, notamment du cœur et des poumons, que la notion de spécificité étiologique, que nous allons voir, allait bientôt affirmer. En 1816, la date est importante puisqu'il s'agissait de la Restauration et Laennec était royaliste, il fut nommé à l'hôpital Necker pour enseigner la pathologie générale. Cet hôpital, que le Second Empire allait détruire puis rebâtir, était, comme l'Hôtel-Dieu que nous avons évoqué tout à l'heure, l'un des plus célèbres mouroirs avant la Révolution française. Les autopsies étaient donc fréquentes et Laennec, auquel Maurice Cloche a consacré un biopic en 1948, et dont j'ai extrait plusieurs images, put se passionner autant pour l'anatomie pathologique que pour la clinique. Le célèbre Breton, honoré ici dans sa ville de Quimper, inventa le stéthoscope l'année de cette nomination. Le flûtiste éminent qu'il était ne pouvait en effet méconnaître la loi acoustique mise en valeur lors d'une fameuse anecdote dans la cour du Louvre, avec des enfants s'amusant à se parler à travers une poutre en bois, anecdote reprise dans le film de Maurice Cloche.
Laennec mit aussitôt cette observation en pratique pour écouter le cœur malade d'une femme que la pudeur, exacerbée chez ce catholique pratiquant, lui interdisait d'écouter directement en posant son oreille sur la poitrine, comme cela se faisait avant lui, car cette auscultation directe, dite immédiate, en opposition à la médiate, avait des précurseurs, à commencer par Hippocrate lui-même, mais aussi Corvisart, le propre maître de Laennec, qui l'a certainement inspiré. Il ne faut néanmoins aucunement diminuer le mérite de Laennec, qui bénéficia, à juste titre, de plusieurs biographies. Son intuition géniale fut certes d'inventer cet instrument, qui, en focalisant l'écoute, amplifiait le son, mais surtout d'en démembrer la sémiologie. Le travail de Laennec aboutit à un chef-d'œuvre de 49 chapitres, dont 27 sur les poumons et 22 sur le cœur, intitulé « De l'auscultation médiate » ou « Traité du diagnostic des maladies des poumons et du cœur ». La première édition parut en juillet 1819 à Paris, chez Brosson et Chaudet, en 2 volumes. Elle était accompagnée de 4 planches hors texte, dont une représentait son célèbre cylindre en bois. La deuxième édition, qui paraîtra en 1826, sera beaucoup plus travaillée, avec notamment une étude des souffles, absente de la première édition. Le clinicien musicien Laennec décrivit ainsi 29 signes stétacoustiques plus ou moins faciles à reconnaître, certains normaux, comme le murmure vésiculaire, d'autres franchement pathologiques, comme la pectoriloquie, pathognomonique de la tuberculose pulmonaire et de son évolution caverneuse, ou l'égophonie, pathognomonique à ses yeux, du moins à ses oreilles, d'un épanchement d'abondance moyenne. Le terme de stéthoscope proposé par Laennec, au milieu d'autres noms, tels que cylindre, bâton, sonomètre, pectoriloque, thoraciloque ou cornet médical, fut finalement adopté bien qu'erroné, puisqu'il signifie littéralement « je regarde la poitrine ». Même si l'auscultation directe gardait ses partisans, et pour cause, si l'on en croit certaines caricatures, Laennec, avec son cylindre, fut d'emblée célèbre dans le monde entier, d'ailleurs plus vite à l'étranger qu'en France, où sévissait le sectarisme de Broussais. L'utilisation habituelle du stéthoscope dans les hôpitaux parisiens ne se situe toutefois qu'entre 1820 et 1830, et pas avant les années 1830-1850 dans les trousses des médecins, avec l'évolution technologique que l'on connaît. Alors on peut se demander pourquoi ce délai. En fait, l'acceptation de cette auscultation, qui allait rapidement s'appliquer à d'autres domaines comme l'obstétrique, imposait, en tant que technique diagnostique, d'abord la mise à plat de certains tabous antichirurgicaux et notamment dans l'emploi d'instruments. Si le médecin d'avant la Révolution prenait parfois le pouls, palpait le ventre, on a vu que son diagnostic se fondait essentiellement sur l'interrogatoire et sur l'examen visuel de son patient ou de ses urines, et il restait donc à distance. La consultation était un acte purement intellectuel, nous renvoyant à Molière, pour qui la seule chose que touchait le médecin était ses honoraires. Les disciples de Laennec durent donc d'abord accepter de rentrer en contact avec le malade comme de vulgaires chirurgiens et accepter de faire appel à un instrument. Je ne citerai pas les nombreux auteurs français et étrangers qui enrichirent considérablement la sémiologie de l'auscultation, tant en pneumologie qu'en cardiologie, et là je vous renvoie au dictionnaire de Michel Dupont, mais grâce à cette technique et à la percussion, l'examen clinique allait connaître son apogée dans l'esprit et la pratique des mandarins français du XIXe siècle jusqu'à la première moitié du XXe siècle, qui connut une véritable hégémonie de la clinique. Mais si beaucoup de praticiens enrichirent la sémiologie clinique, certains se rendirent rapidement compte de la subjectivité de cette approche. Ils s'aperçurent en effet très vite que signes et symptômes n'avaient pas toujours la même signification pour le malade ou son médecin, et que si tous les symptômes avaient de la valeur, puisqu'ils étaient tous le témoin d'une doléance du malade, ils n'avaient pas tous la même valeur diagnostique. Or, comment quantifier une douleur, codifier un trouble auscultatoire, chiffrer la matité d'une percussion? Ce fut l'œuvre magistrale, bien qu'ignorée, de Pierre-Charles Alexandre Louis de quantifier cette sémiologie nouvelle. Sa méthode numérique, qui s'appliquait aussi à la thérapeutique, démontrant notamment l'inutilité de la saignée, montrait en effet, à partir de données chiffrées incontournables, que certains symptômes devenaient statistiquement sans importance par rapport à d'autres
fondamentaux. Elle s'opposait donc au flair, ce que l'on appelle encore aujourd'hui le sens clinique, tant valorisé par les grands praticiens de cette époque. La spécificité des maladies fut, avec cette méthode numérique que nous venons de survoler, la seconde mini-révolution clinique du début du XIXe siècle, et comme la médecine numérique, si elle donna toute sa quintessence à la médecine anatomo-clinique, elle en souligna aussi les limites. Elle fut cette fois l'œuvre de Pierre-Fidèle Bretonneau, qui montra la spécificité de la typhoïde, déjà étudiée avant lui par Petit-Esser, et de la diphtérie. Citons aussi son élève Armand Trousseau, qui inaugura véritablement l'enseignement de cette approche clinique qui fera la gloire des hôpitaux parisiens, mais aussi qui l'y enfermera. Car la méthode anatomo-clinique montra très vite des limites que ni la notion de spécificité de Bretonneau, ni la médecine numérique de Louis ne permirent de surmonter. Malgré la multiplication des observations, avec chaque jour la description de nouveaux signes cliniques et de nouvelles découvertes anatomiques guidées par les autopsies, il fallait bien admettre qu'un nombre important de ces signes, parfois regroupés en syndromes, ne s'accompagnait d'aucune altération des organes. Il en était ainsi de la plupart des maladies mentales, plupart car il faut évoquer les travaux de Bell sur la paralysie générale et ceux de Rostand sur le ramollissement cérébral, mais surtout de nombreuses formes de fièvre dites essentielles et de maladies dites générales. Devant ces zones d'ombre, les médecins adoptèrent trois attitudes. Certains se tournèrent à nouveau vers Hippocrate et sa théorie des humeurs, plus globaliste. Citons ici le néo-humorisme d'un Gabriel Andral, considéré comme le père de l'hématologie, avec son essai d'hématologie pathologique paru en 1843. D'autres se tournèrent vers la spéculation, avec comme exemple la phrénologie, que l'on ne peut pas passer sous silence dans une communication sur l'examen clinique, puisqu'il s'agissait, malgré son empirisme évident, derrière Gall puis Brousset, d'une approche sémiologique entièrement nouvelle, basée sur l'observation et la palpation du crâne, et donc d'un examen soigné de celui-ci. Empirisme, mais qui sera le point de départ des travaux de Broca et d'autres sur les aires cérébrales et qui imposeront aux neurologues une étude clinique soigneuse. Beaucoup, enfin, et notamment à l'étranger, se dirigèrent vers la méthode expérimentale initiée par François Magendie et développée par son élève Claude Bernard pour rechercher un trouble fonctionnel à l'origine des signes et des symptômes et non plus la lésion d'un organe tenu pour responsable. Les médecins qui lurent l'introduction à la médecine expérimentale, parue en 1865, saisirent en effet bien sûr la fragilité de cette médecine basée sur la simple clinique qu'on leur enseignait, mais il faut bien avouer que l'influence de Claude Bernard, dont le fief était le Collège de France, sur les étudiants français du XIXe siècle, resta bien trop faible par rapport à l'aura des cliniciens qui dominaient l'université française. La plupart de ceux qui suivirent donc son raisonnement furent des étrangers, et notamment de langue allemande, à l'exemple de Virchow. Néanmoins, c'est bien en France que va se développer la sémiologie neurologique, à la fois fille de la méthode anatomo-clinique et de cette médecine expérimentale. Et même si les Français sont peu nombreux, sur cette fresque de l'Institut de l'hôpital neurologique de Montréal, intitulée « L'avancée de la neurologie », puisqu'on n'y reconnaît que Claude Bernard et Charcot. La physiologie élaborée par Claude Bernard, mais également Flourens, fut à l'origine de progrès considérables en neurophysiologie et en anatomie pathologique qui vinrent au secours de la clinique en neurologie, permettant d'emblée l'élaboration d'une sémiologie active basée sur l'examen de la sensibilité, de la motricité, des réflexes et sur celui de l'équilibre, sémiologie qui n'existait pas ou peu jusque-là. Il faut bien sûr citer dans ce domaine l'école de la Salpêtrière derrière Charcot, avec Vulpian, Pierre-Marie, Braun-Séquard, pour n'en citer que quelques-uns, et je vous renvoie ici aux nombreux ouvrages d'Olivier Waluzinski sur cette école. Je m'attarderai juste un peu sur Joseph Babinski. Conscient de l'importance des signes objectifs à une époque où l'interrogatoire, dont on connaissait déjà la fragilité, dominait encore l'approche clinique, Babinski chercha à différencier pathologie organique et simulation ou hystérie, dont son maître s'était fait le chantre, quand il découvrit le signe qui le rendit célèbre. La recherche du signe de Babinski,
c'est-à-dire l'inversion du réflexe cutané plantaire qui traduit l'atteinte du faisceau pyramidal neuromoteur, fait actuellement partie de tout examen neurologique. La clinique, que ce fut en cardiologie, en pneumologie ou en neurologie, telle que nous venons de la survoler, va donc devenir hégémonique en France entre 1850 et 1940, et ce pour plusieurs raisons. La première est historique. Tout le paysage médical français du XIXe siècle, et ce jusqu'au milieu du XXe, s'était structuré autour du décret du 14 primaire de l'an 3 qui créa les écoles de santé et donna à la clinique, au lit du malade, toutes ses lettres de noblesse. En rupture avec un enseignement livresque et dogmatique de l'avant-révolution, la création de ces écoles de santé, autour de Fourcroy, Chaptal ou Cabanis, qui n'étaient pourtant pas l'un comme l'autre de grands cliniciens, orienta en effet l'enseignement vers la pratique exclusive de la clinique. Le domaine du clinicien au XIXe siècle et du début du suivant devenait exclusivement le chevet du malade et non plus la bibliothèque, puis celui de son cadavre. Cela se fit au détriment des laboratoires de recherche qui se développeront en dehors du cadre universitaire, à l'exemple du Collège de France, comme on l'a vu avec Claude Bernard, et cela même si l'analyse chimique des fluides de l'organisme avait commencé à donner des preuves de son caractère essentiel en matière diagnostique depuis le milieu du siècle. Chimie qui, avec la découverte des rayons X en 1895, allait s'avérer d'une aide considérable à l'approche clinique, mais qui, nous allons le voir, allait aussi en sonner le glas. Une troisième raison de l'hégémonie de la clinique en France repose sur la loi du 19 Ventose en 11, qui instaura une médecine à deux niveaux, avec l'officiat de santé, dont ce pauvre Charles Bovary en restera le triste exemple, même si cette dichotomie existait aussi en Angleterre et en Allemagne. Cette sous-médecine ne fit que renforcer l'aura du vrai médecin, notamment hospitalier, du grand patron, donc du clinicien. Un clinicien presque déifié, comme on le voit sur cette toile où Velpeau est représenté presque comme un saint guérisseur qu'on imagine ressuscitant le cadavre allongé devant lui. Une sorte de remake de Lazare sortant du tombeau. Vrai médecin hospitalier, mais surtout par rapport au médecin de campagne, l'officier de santé ignorant. Cette situation n'était d'ailleurs pas sans rappeler celle d'avant la Révolution qui opposait les savants médecins aux vils chirurgiens. Une autre raison de l'hégémonie de la pratique clinique jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, qui vit la découverte et la diffusion des antibiotiques, vient de la navrante stagnation de la thérapeutique qui n'avait pas beaucoup évolué depuis la découverte du quinquennat. Les médecins du XIXe et du début du XXe, aussi fins cliniciens qu'ils étaient, restaient en effet d'une totale inefficacité quand il s'agissait de traiter des maladies infectieuses, hormonales ou les cancers, dont ils affinaient par contre sans cesse le diagnostic par la clinique, mais sans pouvoir agir. Il ne leur restait donc que cette clinique pour démontrer leur puissance et leur savoir. Une avant-dernière raison, et non des moindres, de l'importance de la clinique en France vient de l'exercice même de l'art de soigner tel que le pratiquaient les médecins hospitaliers à l'époque, dont la hiérarchie n'était pas loin d'évoquer la noblesse d'empire ou de la Restauration, avec son roi, ses princes, ses barons et leurs serviteurs. Il n'existait pas à l'époque de comités pluridisciplinaires, les fameuses RCP telles qu'on les connaît aujourd'hui. Le médecin était seul face à la maladie. Son diagnostic était une décision personnelle, irréfutable, surtout quand elle était prise par un Orfila ou un Dupuytren. S'il en assumait parfois les erreurs, en contrepartie, la gloire qu'il pouvait en retirer n'appartenait qu'à lui seul. Avant d'envoyer le malade dans un laboratoire de biologie ou d'imagerie, il fallait donc d'abord que le mandarin accepte de partager cette gloire. Partage déjà difficile avec d'autres médecins, alors a fortiori avec des non-médecins, des rats de laboratoire de chimie ou de vulgaires techniciens de biologie, ou pire, des photographes. Enfin, la dernière raison de l'hégémonie de la clinique en France reste liée à de très fortes personnalités dont l'ego se complaisait de cette toute-puissance. De nombreux mandarins français, non des moindres, à l'instar d'un Trousseau qui exhortait ses élèves à négliger la chimie, se gargarisèrent en effet longtemps du prestige de l'examen clinique, lui sacrifiant tout, même les techniques les plus en pointe en biologie, en imagerie ou en électrophysiologie. Cela explique d'ailleurs certainement, en partie,
le retard qu'a pris la France dans les équipements lourds et l'élaboration d'une médecine moins rigoureuse que la médecine anglo-saxonne. D'autres médecins, par réaction, n'hésitèrent pas à sacrifier l'examen clinique sur l'autel de la médecine de laboratoire, démarche qui aboutira aux grandes découvertes en bactériologie de Pasteur et son équipe en France et de Robert Koch en Allemagne. L'élite hospitalière française, figée dans son clinicisme, résista jusqu'à la moitié du XXe siècle pour admettre finalement que la médecine de laboratoire et l'imagerie étaient source de connaissances et de progrès. Elle mit d'autant plus de temps à admettre cette évidence, puis à l'enseigner, que cette médecine de laboratoire s'était développée en dehors du cadre hospitalier, et notamment au Collège de France ou au Muséum, un peu comme la théorie de la circulation qui fut enseignée d'abord au Jardin du Roi et non à la faculté, et surtout que le modèle proposé ressemblait bien trop à celui de l'ennemi du moment, l'Allemagne. La dernière étape de l'évolution de l'examen clinique va donc être celle que va lui imposer la révolution technologique. Mais posons-nous la question, avant d'entamer cette dernière partie, quand se termine la clinique et quand commence la technique? Le stéthoscope, qui est devenu le symbole de la pratique de notre médecin, est en effet déjà un instrument, et sa sacoche en transportait déjà bien d'autres à l'époque pour aider le médecin dans sa démarche clinique. Un appareil à tension de Pachon, un abaisse-langue, une lampe, un marteau à réflexe, un thermomètre, une montre ou un diapason. Était-ce déjà de la technique? En fait, la médecine technique se développa surtout grâce au progrès de la physique, de la chimie, de la biologie au début du XXe siècle, avec la biochimie, la bactériologie, la physiologie expérimentale, l'imagerie médicale au sens large, faisant appel aux ultrasons, aux rayons X, à la radioactivité, aux propriétés magnétiques du noyau d'hydrogène, à l'émission de positons, mais également les endoscopies, les examens d'électrophysiologie, les épreuves fonctionnelles respiratoires, cardiaques, neurologie, etc. Le temps où Corvisart pouvait affirmer « Nous manquons et nous manquerons toujours d'un étalon rigoureusement exact auquel nous puissions rapporter le poids et le volume d'un cœur dilaté » allait bientôt devenir le passé. En ce milieu du XXe siècle, la technique pointait son nez et allait sonner le glas de l'examen clinique tel que notre médecin venait de la pratiquer avec soin pendant un siècle. Mais la technologie dans le monde de la médecine va faire plus que pointer son nez. On est en effet en droit aujourd'hui de se poser la question de l'utilité de l'examen clinique dans la démarche diagnostique en pathologie organique à l'heure de l'IRM ou de la PCR entre autres. En montrant des limites flagrantes de l'examen au lit du malade, qui méconnaît des pans entiers de la pathologie, l'essor considérable de la médecine technique n'est-elle pas la réponse à cette question, réponse qui condamne à mort la médecine clinique des médecins du XIXe siècle. Alors pour pallier cette remise en question de son statut à l'image des triades, des trépieds ou autres associations morbides, la clinique a bien essayé de chercher à chiffrer les anomalies en score, à l'exemple du score d'Apgar, ou en échelle de gravité, à l'exemple de celle de Glasgow dans le coma. Mais il faut garder à l'esprit que le point de départ de cette sémiologie codifiée et chiffrée reste un symptôme ou un signe clinique, avec toute son incertitude de départ, et que l'accumulation de ces incertitudes dans l'établissement d'un score multiplie le risque d'erreur que n'a théoriquement pas un résultat de laboratoire. Il faut signaler ici le rôle des médecins d'assurance dans le développement de cette quantification de la clinique et surtout dans le développement de méthodes diagnostiques autres que la clinique, justement par le besoin d'objectivité et de reproductibilité que la clinique ne pouvait pas leur fournir. Comme la pratique des autopsies dans la démarche anatomoclinique, la médecine technique, sorte d'autopsie du vivant, va néanmoins donner dans un premier temps un nouveau souffle à l'examen clinique. En effet, de nombreux symptômes vont être décrits grâce à la corrélation radioclinique. D'innombrables anomalies cliniques furent expliquées par des examens complémentaires. Des chapitres entiers de la clinique furent valorisés par des examens sophistiqués d'endoscopie ou de cathétérisme. Un grand nombre de signes furent retrouvés rétrospectivement grâce à l'imagerie et à la biologie. Mais, dans un second temps, la technique s'est progressivement substituée à l'examen clinique pour le rendre obsolète pour certains, voire inutile. En effet, à quoi bon chercher des signes cliniques que la technologie va balayer rapidement? À quoi bon poser la main sur le front pour apprécier une fièvre que le thermomètre va quantifier de manière précise? À quoi bon prendre le pouls
alors que le tensiomètre ou le CG vont donner le rythme cardiaque, mais aussi bien d'autres informations. Cet intérêt pour les examens complémentaires va tellement s'accroître, avec le développement de l'imagerie et la technique en général, qu'ils vont pousser le médecin à se retrancher derrière elle. Pour Raymond Villet, ancien président du Conseil de l'Ordre, la technologie pousse le médecin dans la paresse clinique. À quoi bon en effet perdre de précieuses minutes à palper un ventre douloureux selon les indications précises d'un Mont d'Or, à l'heure de la numérisation formule sanguine et du scanner spiralé qui vont donner la réponse en quelques secondes. Enfin, nous avancerons comme dernière explication de cette perte d'importance de la clinique que le législateur ou l'assureur ne peuvent pas aujourd'hui se contenter d'un simple examen clinique. Même si le médecin est sûr de son oreille, de son toucher, de son sens clinique, la judiciarisation de la médecine oblige à la réalisation d'examens complémentaires, à commencer par l'imagerie, du moins l'imagerie en couple, car combien de fois ai-je entendu cette remarque sur le caractère opérateur dépendant de l'échographie, sous-entendu aussi opérateur dépendant qu'un examen clinique. Les examens paracliniques poussent le médecin vers la paresse, certes, mais aussi et surtout les assureurs et les pouvoirs publics, prisonniers du principe de précaution, vers le risque zéro. Rattrapé par le souci de la normalisation et la protocolisation, le sens clinique paraît souvent une figure romantique dans le soin, selon le philosophe Piron. Le simple diagnostic du clinicien ne suffit en effet plus en cas de pathologie découverte par l'examen et aucun ou très peu de diagnostics ne peuvent aujourd'hui se satisfaire de la seule clinique. L'intérêt de l'histoire de la médecine est aussi de comprendre le présent et d'anticiper l'avenir. Ce petit retour en arrière aide en effet à répondre à une question que le médecin, mais également le politique et le malade du XXIe siècle ne peuvent s'empêcher de poser. Quelle place reste-t-il à l'examen clinique à l'aube du troisième millénaire, où le regard du clinicien s'efface derrière celui du radiologue, son ouïe derrière celui du dopplériste, son toucher derrière celui de l'échographiste, son goût et son odorat derrière les réactifs du biologiste, son flair enfin derrière le logiciel de son ordinateur. Le développement de la télémédecine depuis la crise du Covid, considérée comme la panacée par nos politiques pour répondre aux déserts médicaux, malgré les évidentes dérives qu'elle entraîne, semble hélas donner une réponse à ces questions. La place du dépistage en est une autre. Le diagnostic préclinique, c'est-à-dire avant qu'un symptôme clinique n'alerte le malade ou son médecin, est actuellement basé essentiellement sur une approche technologique, imagerie pour le sein, biologie pour le côlon, cytologie pour le cancer du col. Le dépistage, à l'exception du dépistage du cancer du sein qui s'accompagne d'une palpation, ne passe donc pas par la clinique. Il le devrait pourtant, et notamment pour la prostate, mais il faut bien avouer que malgré les campagnes comme celle-ci, le diagnostic passe davantage par l'imagerie, l'IRM d'ailleurs plutôt que l'échographie, et la biologie avec le dosage des PSA que par le toucher rectal. Autre raison, et non des moindres dans l'abandon de la clinique, comme cela avait été en partie la cause de son développement, réside dans la relation au corps qui est en train de s'installer pour des causes religieuses ou morales. La mise en cause successive de médecins pour des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions, pour avoir pratiqué des touchés rectaux ou vaginaux, voire simplement avoir palpé des seins, n'incite en effet guère au développement de l'examen clinique. Plutôt que de passer un quart d'heure à expliquer à une patiente pourquoi il a besoin de faire un toucher rectal ou vaginal et d'obtenir un consentement qui devra être écrit pour être valable, le clinicien préfère demander une échographie. Les exemples ne manquent donc pas pour montrer la place que l'imagerie et la biologie ont pris à l'examen clinique dans le diagnostic et la surveillance des maladies organiques. Mais dans un avenir peut-être guère lointain, il n'est pas inconcevable de penser que l'imagerie ou l'endoscopie, qui ne deviennent positives que quand le mal est déjà fait, quand la lésion est installée, ne s'effacent à leur tour devant la génétique ou la biologie moléculaire qui anticiperont la pathologie. Doit donc, dans ce cas, imaginer une quatrième phase à notre histoire de la clinique, celle d'une médecine sans clinique. D'une médecine de machines de plus en plus sophistiquées, aux mains de physiciens ou d'ingénieurs, une médecine informatisée, formatée, une médecine essentiellement prédictive, une médecine où l'individu s'efface devant la cohorte, le malade derrière sa maladie, la maladie derrière ses images, interprétées par une intelligence artificielle, ses tracés, ses chiffres, sa cause moléculaire.
Cela serait à mon sens néfaste, car une notion fondamentale de la clinique, que nous n'avons pas abordée, est celle de la relation humaine qui disparaîtra avec l'interposition d'écrans entre le malade et le médecin, comme c'est hélas déjà le cas dans de nombreux cabinets de radiologie ou de laboratoires d'analyse médicale. Je vous remercie de votre attention.